Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un moment particulièrement émouvant pour moi. J'ai travaillé 20 ans avec Michel Jouvet. Il a été tout pour moi, puisqu'il a vraiment, je dirais, façonné mon cerveau complètement dans ces jeunes années où vous êtes très facile vous êtes très plastique. Et d'ailleurs, on va certainement parler plasticité et sommeil paradoxal. Donc, c'est vraiment magique aujourd'hui pour moi de vous parler de l'histoire sans fin du sommeil paradoxal. Je vais revenir pourquoi cette histoire est sans fin, progressivement, dans ma conférence. Donc, l'histoire commence, bien sûr, avec Michel Jouvet, qui a découvert, qui est le père du sommeil paradoxal, qui s'appelle aussi donc REM Sleep, bien sûr, et qui a été découvert aussi par les Américains. Je vais y revenir. Au niveau d'une carrière scientifique, je pense que quelque chose d'important, c'est effectivement dans les premières années, c'est là où vous avez le contact avec des scientifiques importants dans votre carrière qui vont certainement vous induire tout votre raisonnement par la suite. Et on voit ici des photos de Morosi et Magoun, en fait. Et en 1953, Michel Jouvet, qui était interne à ce moment-là, était passionné par ces articles de Morosi et Magoun, qui étaient des articles des années 40 sur la formation réticulaire activatrice ascendante, qui montraient donc justement que le tronc cérébral était important pour notamment l'activation pendant l'éveil, pour induire l'éveil. Et en 1954, et à cette époque-là, ce n'était pas évident, évidemment, d'aller aux États-Unis. Donc il faut aussi souligner ici ce qui est extraordinaire de sa part, d'avoir fait cette démarche. Et ça, je pense que c'est essentiel au niveau scientifique toujours de bouger et d'aller voir ce qui se fait ailleurs, surtout quand on est jeune, bien sûr, mais tout le long de la carrière, je pense que c'est très important. Et donc, il a visité ce laboratoire du professeur Magoun, et c'est à ce moment-là qu'il a développé une méthode pour enregistrer l'électroencéphalogramme de façon chronique. Donc, c'était la première pierre à l'édifice. Ensuite, il est revenu à Lyon, et c'est grâce à donc ses premiers travaux qu'il a pu enregistrer l'électroencéphalogramme de chat. Et aussi, à cette époque-là, il est allé à Paris, donc visiter le professeur Paul Dell, qui lui a appris, en fait, à réaliser la préparation cerveau isolé de Frédéric Bremer. Et là aussi, ça a été un élément clé. En fait, à l'époque, quand on voulait comprendre la physiologie du cerveau, on commençait par être assez radical, à enlever des parties importantes du cerveau. Et on va voir c'est ce qu'il a fait ici. On voit dans cette diapositive, sur le haut en gauche, on voit cette en fait, coupe sagittale du tronc cérébral du chat. Et vous voyez que la partie à gauche, c'est le tronc cérébral. Au-dessus, il y a le cervelet. Vous voyez que la partie avant, il n'y a presque plus rien. Il reste juste ce qu'on peut appeler peut-être la partie basale de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Donc il y a en fait presque plus rien dans la partie antérieure. Vous voyez, il n'y a vraiment que le tronc cérébral et ce cervelet. Donc cette préparation qui était quand même extrêmement délicate à réaliser, il a été capable de la réaliser. Et ce qui était un tour de force, évidemment, extraordinaire à cette époque, aussi, pour garder les animaux en survie. Il y avait une rigidité ici de décérébration, ce qu'on dit, c'est le chat. Vous voyez qu'il y avait, en fait, au niveau musculaire, une activité musculaire intense chez ces animaux, qui était caractéristique et bien connue. Mais là où il a été extraordinaire, c'est qu'il a vu que de temps en temps, vous voyez que le chat ici perd son tonus musculaire, on le voit très bien ici. Il y a des périodes où il n'y a plus du tout de tonus musculaire, et il a vu aussi des mouvements rapides des yeux à ce moment-là. Il a aussi, à ce moment-là, donc examiné la distribution dans le temps de ces épisodes, et vous voyez ici que ces épisodes sont récurrents et avaient à peu près en moyenne une durée de 6 minutes. C'est assez régulier. Ce n'est pas parfaitement régulier, mais c'est quand même assez régulier. Donc quand il a vu ça, il s'est dit, mais qu'est-ce que ça peut être cet état incroyable que je vois ici avec cette disparition du tonus musculaire? Il est allé voir un chat intact, évidemment, ensuite, et il a effectivement revisualisé qu'il y avait des périodes d'atonie musculaire et que cette fois, il y avait une activation corticale et des mouvements rapides des yeux, donc pendant cet état-là. Et donc, en fait, ça correspondait exactement à ce qui avait été découvert par les Américains, qui s'appelait le REM Sleep,
William Demant, Nathaniel Kleitman, Eugène Aserensky. On les voit ici tous les quatre ensemble dans une réunion assez unique et fantastique, hein, les quatre découvreurs du sommeil paradoxal ou du REM sleep. Une fois qu'il est arrivé ici, à ce moment-là de sa carrière, il s'est dit une chose importante, c'est que ce tronc cérébral ici, il est donc nécessaire et suffisant pour générer le stade de sommeil paradoxal. Et c'est assez extraordinaire d'y penser, puisque à la même époque, William Demant montrait que les rêves, en particulier, étaient très présents quand on réveillait la personne pendant cet état. Donc on voit ici que c'est un peu bizarre, parce que les rêves, on peut penser que c'est plutôt cortical, et là, je suis en train de vous dire que le tronc cérébral, qui est une zone inférieure du cerveau, génère cet état de rêve. Donc c'était assez curieux. Mais cette zone est donc nécessaire et suffisante pour générer l'état. Même si l'état, évidemment, le cortex est très important. À ce moment-là, il s'est dit, je vais aller faire des petites lésions électrolytiques, donc en passant un courant électrique, détruire les neurones de cette région et voir ce qui se passe, essayer de trouver en fait la région précise dans ce tronc cérébral qui génère le sommeil paradoxal. Et à ce moment-là, en fait, il est arrivé par léser une petite zone que j'ai nommée plus récemment le noyau tegmental sublatérodorsal, ou SLD. Il a fait des petites lésions extrêmement limitées à ce moment-là, et il s'est rendu compte qu'en fait, il obtenait un état tout à fait extraordinaire, qu'on va voir ici. Donc ce chat est en sommeil paradoxal. Il est en fait, il a tous les critères, sauf l'atonie musculaire. On voit qu'il a des comportements, ce que je vais appeler des comportements oniriques. En fait, il regarde, vous voyez bien qu'il n'y a absolument rien dans la cage. On met même une souris dans la cage, un rat, il ne réagit pas. Et il développe tout un tas de comportements, ce qui a fait dire à Michel Jouvet à l'époque que les chats rêvaient. Est-ce que vraiment une idée que je pense qui est tout à fait juste, hein, puisque quand on voit ce chat, on voit vraiment que dans son cerveau, il se passe des choses, il est en train de visualiser, vous voyez comme il visualise quelque chose, il regarde quelque chose, donc il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous arrêtez cette zone, quand vous détruisez cette zone du tronc cérébral, j'ai appelé le SLD, vous enlevez complètement l'atonie musculaire. Mais non seulement ça, si vous arrêtez ce système qui, en fait, arrête les motoneurones, vous voyez plein d'activités motrices. Donc ça veut dire quoi? Et c'est un élément important, ça veut dire qu'il y a tout un tas d'arrivées motrices phénoménales pendant le sommeil paradoxal. Donc ça veut dire que ce stade qu'on peut croire est un stade sans activité motrice est à l'inverse, un stade hypermoteur. Hypermoteur, tellement moteur que la nature a inventé un système pour arrêter, pour bloquer toute cette activité motrice qui arrive. Vous voyez un peu, et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été assez décrit, sur lequel on n'a pas assez insisté, sur le fait que ce stade, là, ça marche maintenant, oui, allez comprendre, c'est très bien. Donc je vais vous montrer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Michel Jouvet a découvert donc, cet état en 60, et c'est seulement en 86 que quelque chose de similaire a été découvert chez l'homme. Une maladie qui s'appelle le trouble du comportement en sommeil paradoxal. On voit ici Isabelle Arnulf qui arrive pour examiner son patient qui vient de se battre contre quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord aussi de voir dans cette idée, dans cette histoire, que Michel Jouvet, et c'est très rare, je pense, dans l'histoire, a en fait mis en place le système animal, enfin le modèle animal de la pathologie avant sa découverte. On peut se poser bien sûr la question de savoir, ce patient, est-ce qu'il a aussi la même lésion que ce chat? En ce qui concerne les mécanismes, vous avez vu Michel Jouvet faisait ses petits dessins précédemment. Vous avez vu aussi Barbara qui vous montrait les dessins de comment ça marche. Et ce que je vous montre est très proche en fait de Michel Jouvet, sauf que nous on a travaillé quand même plus de 30 ans sur ce système, et maintenant, aujourd'hui, et simplement depuis 1 an, je peux vous dire que je suis certain
que ce système fonctionne comme cela. Et contrairement à ce qu'a dit Barbara, et c'est là que le débat est toujours important en science, je suis certain qu'on l'a localisé et qu'il est très précisément localisé dans le cerveau. Je vais vous montrer et j'espère que je vais vous convaincre que c'est le cas. Donc vous voyez qu'on a identifié au niveau anatomique des neurones qui contiennent le neurotransmetteur glutamate, qui est le neurotransmetteur excitateur dans le cerveau numéro 1. C'est ce qui permet d'exciter votre cerveau, j'allais dire. Essentiellement, c'est le glutamate. Ces neurones-là, donc dans la zone qu'avait détruit Jouvet chez son chat, se projettent en fait sur des neurones glycinergiques GABAergiques qui se trouvent dans ce noyau ventral gigantocellulaire au niveau du bulbe rachidien. Et ces neurones GABA glycinergiques vont hyperpolariser les motoneurones spinaux, et c'est comme ça que vous avez l'atonie musculaire du sommeil paradoxal. Donc ça, c'est de la neuroanatomie fonctionnelle, c'est la description des voies qui nous ont permis de dire ça. Et l'idée est similaire à ce qu'a dit Michel Jouvet, c'est-à-dire qu'il y a, sous-jacent à cette inhibition, un bombardement moteur intense sur les motoneurones, mais qu'on ne le voit pas, puisqu'il y a cette inhibition en même temps très importante. Bien sûr, si vous enlevez, comme chez le patient, ou c'est le chat de Michel Jouvet, ce système inhibiteur, vous avez ensuite l'activation des motoneurones spinaux et donc beaucoup de mouvements. Donc ça, c'est l'hypothèse, et bien sûr, il faut le démontrer. Est-ce que vraiment ces neurones glutamatergiques GABA-glycine dégénèrent chez le patient RBD, trouble du comportement en sommeil paradoxal? Est-ce que vraiment ces neurones sont importants? Et ça, on l'a montré récemment. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas développer la méthodologie ici, simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, avec les méthodologies actuelles et la génétique, nous sommes capables d'inactiver génétiquement les neurones, par exemple, ici glutamatergique du SLD. Très précisément, on arrête simplement la transmission glutamatergique de ces neurones. Ils sont toujours là, c'est plus comme à l'époque de Michel Jouvet. On enlève juste la transmission glutamatergique. Et qu'est-ce que vous voyez chez notre rat? Vous voyez ici le résultat de cette inactivation du glutamate. Il y a du muscle pendant le sommeil paradoxal. L'animal fait des comportements comme le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Il gratouille dans sa cage. Quelquefois, il se tape contre son baril, exactement comme le patient, ce qui prouve bien que ces neurones du SLD glutamatergique sont responsables de la genèse de l'atonie musculaire. Ensuite, je vous ai dit que ces neurones se projettent sur des neurones GABA glycinergiques dans le noyau GIV, et ces neurones GABA-glycine vont inhiber les motoneurones. Est-ce que c'est vrai? Et là encore, la même technique d'inactivation génétique, cette fois on bloque la transmission GABA-glycine. Les neurones sont toujours là, toujours des méthodologies avec des transfections, c'est assez complexe au niveau méthodologie. Donc on inactive génétiquement les neurones qui sont toujours là, plus de transmission GABA-glycine. Vous regardez l'animal, ici de nouveau le rat, vous voyez qu'on est en sommeil paradoxal, avec ici une belle activation corticale, avec du θ. Vous voyez ici l'activation motrice importante pendant le sommeil paradoxal. On va voir que l'animal est capable de faire des mouvements importants comme le patient. Donc c'est bien la preuve ici que, effectivement, l'atonie musculaire, elle est générée par des neurones glutamatergiques qui se projettent sur des neurones glycinergiques GABAergiques qui vont hyperpolariser les motoneurones spinaux pendant le sommeil paradoxal. Et la question qui se pose aujourd'hui et pour l'avenir, c'est évidemment de savoir qu'est-ce qui arrive aux patients en sachant que la plupart des patients développent la maladie de Parkinson ensuite, donc c'est une question extrêmement importante. Question importante aussi, et qui a un rapport avec toutes les découvertes de Michel Jouvet, quel est l'état du cortex pendant le sommeil paradoxal? Le paradoxe. D'où vient le paradoxe? Le paradoxe, c'est que j'ai de l'atonie musculaire, mais j'ai une activation corticale similaire à l'éveil. D'où l'idée de Michel Jouvet du paradoxe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, au niveau moteur, cortex moteur, au niveau du cortex, on a un état similaire pendant le sommeil paradoxal et pendant l'éveil? Et ça, c'est les travaux que nous avons faits dans les 10 dernières années. Donc les derniers travaux et sur lesquels je travaille beaucoup actuellement, c'est essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans le cortex au cours du sommeil paradoxal. Donc là, j'utilise en fait déjà la technique que Michel Jouvet a développée en 1964, qui est une technique très simple, là encore, vraiment l'esprit remarquable de Michel Jouvet est à souligner.
vous voyez qu'on prive de sommeil paradoxal en mettant les animaux sur des plots entourés d'eau. Et simplement, quand ils rentrent en sommeil paradoxal, ils n'ont plus de tonus musculaire, donc ils vont tomber dans l'eau. Donc on a une inhibition sans rien faire. Vous voyez la méthodologie extrêmement simple et extrêmement spécifique parce qu'ils font ici du sommeil lent. Il n'y a que le sommeil paradoxal qui disparaît. Ensuite, quand on remet les animaux dans leur cage, ils font beaucoup de sommeil paradoxal. Et nous, on regarde à ce moment-là, avec cette protéine, les neurones qui sont actifs pendant le sommeil paradoxal. C'est une protéine qui s'exprime dans le noyau, qui est une protéine d'activité. Et si on regarde l'activité neuronale et qu'on va comparer cette activité neuronale au cours de l'éveil versus du sommeil paradoxal, et qu'on commence par la structure classique hippocampe, qui était la structure majeure, notamment dans la mémorisation. Qu'est-ce qu'on compare? On compare le sommeil paradoxal et l'éveil. Vous voyez ici qu'on n'est pas du tout avec la même image entre le sommeil paradoxal, où c'est le gyrus dentelé qui contient beaucoup de neurones, c'est ici la quantification en vert, alors que pendant l'éveil, ici notamment les cellules de lieu, qui ont valu un prix Nobel récemment, 2 prix Nobel même, sont actifs parce que l'animal se déplace, alors qu'ici en sommeil paradoxal, vous voyez, c'est complètement négatif, on le voit ici, il n'y a même pas de vert visible dans cette région-là. Donc, si je regarde l'hippocampe, cette zone de la mémoire, je vois que éveil et sommeil paradoxal, ça n'a rien à voir, premièrement. Et je vois quand même cette structure qui est assez extraordinaire et très importante pour la mémoire, qui se réactive pendant le sommeil paradoxal, ce qui nous donne une idée potentielle de sa fonction. Si je vais voir les autres cortex maintenant, si je regarde les autres cortex, je vais regarder surtout, vous voyez ici, l'éveil et le sommeil paradoxal. Je n'ai pas besoin de vous expliquer longtemps que ces deux images sont extrêmement différentes. Vous voyez, chaque petit point est un neurone actif. Vous voyez le bombardement, c'est normal, vous êtes éveillé, votre cerveau est en ébullition, vous avez des neurones actifs un peu partout, notamment ici, il y a le cortex visuel. En sommeil paradoxal, ce n'est pas du tout ça. En sommeil paradoxal, vous avez ici un cortex qui s'appelle le cortex rétrospénial, qui est allumé, et ici le cortex entorhinal médian. Et d'ailleurs, vous avez une image un petit peu en miroir, vous voyez, il n'y a rien ici en éveil, il y a quelque chose ici. Il n'y a rien ici en éveil, il y a quelque chose ici. Et encore une fois, le médian entorhinal cortex, il n'y a rien en éveil. Vous avez deux états totalement différents. Un état extrêmement limbique, qui est le sommeil paradoxal. Or, le cortex limbique est important pour les émotions et la mémoire, et un système ici très actif pendant l'éveil. Donc la question qu'on se pose ici, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la fonction du sommeil paradoxal? Et c'est ça un peu l'histoire sans fin dont je voulais parler. Parce que maintenant, Barbara, vous avez montré ce réseau. Donc tout ce réseau-là, vous voyez notre SLD-glutamate, notre atonie, c'est ici. On a travaillé, on a montré aussi tout ça, qui est au-dessus, qui contrôle le sommeil paradoxal. Et maintenant, vous avez ce qui se passe au niveau cortical. Et vous voyez qu'il y avait un état très particulier. Une possibilité sur la fonction de l'activation de ces structures limbiques pendant le sommeil paradoxal. On travaille dessus aujourd'hui, bien sûr. C'est le futur de la recherche au sommeil paradoxal, à mon sens. Est-ce que c'est consolidation de la mémoire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment, en tout cas, je crois vraiment que pendant le sommeil paradoxal, les rêves sont bien la preuve que vous réactivez vos mémoires, parce que les rêves ne sont pas des créations, ils reflètent ce que vous avez en stock dans votre cerveau, bien sûr. Donc on rejoue quelque chose. Est-ce que ça, c'est important pour la mémoire? C'est une question auquel il faut encore répondre. Bien sûr, la genèse des rêves, c'est clair. Une idée potentielle, c'est que les rêves ici dessinés par Michel Jouvet sont en fait dus à des réactivations des systèmes limbiques pendant le sommeil paradoxal. C'est comme si vous avez un bombardement en fait de ces systèmes ici limbiques et vous mélangez tout un tas d'informations, d'où la nature onirique de ce qui se passe dans votre cerveau. Pierre? Ouais. 2 minutes? C'est parfait. Juste. Donc ça, c'est une partie. Une autre partie que je ne savais pas si j'aurais le temps de parler, je suis content d'avoir 2 minutes pour en parler, c'est Michel Jouvet, aussi, on l'a vu, faisait beaucoup de choses. Il faisait des dessins de ses rêves.
il écrivait ses rêves. Mais il s'est aussi intéressé, sa vie entière a été consacrée au sommeil paradoxal et aux rêves. Et on voit ici qu'il a aussi travaillé en phylogénèse. Il est allé voir des lézards. Il est allé voir aussi in ovo ce qui se passait au niveau du sommeil paradoxal. Il est allé voir chez des nouveau-nés, en étudiant les mimiques des nouveau-nés. On voyait ici que le nouveau-né déjà développe des mimiques, d'où son idée que le sommeil paradoxal programme au niveau génétique les comportements. Donc ça, c'était très intéressant. Et une chose que j'aimerais un peu retenir ici, de ce qu'il a dit, c'est qu'il y a autant d'hypothèses sur la fonction du sommeil paradoxal que de chercheurs travaillant dessus. Et bon, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est encore vrai. Et nous, on continue bien sûr dans cette recherche. Et je pense qu'une autre question importante, au-delà évidemment de l'étude de la fonction, des réseaux, etc., c'est de comprendre le sommeil déjà au niveau naturel, parce qu'on travaille en laboratoire souvent, donc on essaye d'aller dans le milieu naturel, parce que le sommeil, évidemment, c'est complètement différent, le sommeil d'un animal, dans le milieu naturel et dans un laboratoire. Donc on développe des systèmes sans fil aujourd'hui, des systèmes extrêmement puissants pour pouvoir étudier le sommeil. Et on continue les études de Michel Jouvet, comparatives, comme ici c'est le lézard, on vient de publier un article où on essaye de comprendre s'il y a du sommeil paradoxal chez le lézard et chez d'autres animaux. Et voilà, je vous laisse simplement sur cette image du laboratoire qui travaille sur cette question aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Merci Pierre. Avez-vous des questions? Il y a qui? Monsieur, là. Oui, ma question, c'est en fait le lien avec votre dernier commentaire sur l'ontogénèse. Monsieur Jouvet, en effet, a beaucoup travaillé là-dessus. L'explication qui est donnée pour la fonction, ne répond pas quand même à la constatation que le nouveau-né a un temps de sommeil paradoxal qui est presque de 24 heures. Il est très très important et il diminue au cours de la croissance. Alors, ça ne va pas tout à fait avec la programmation motrice. Est-ce que c'est une programmation alors intellectuelle, entre guillemets, bien sûr? C'est un point important. Et justement, là, je ne sais pas ce qu'il a oui, il a fait des expériences qui n'auraient pas pu être faites maintenant. C'est des expériences de privation de sommeil paradoxal chez le chat avec la fameuse piscine de M. Jouvet. Oui, Est-ce que je montrais, oui. Vous avez eu quelques détails là-dessus, parce qu'il en parlait, mais discrètement. Oui, oui. Sur la piscine, j'ai montré effectivement, et on a discuté avec Barbara de savoir combien d'articles sont sortis avec cette privation avec la piscine chez le chat. Pas tant que ça en fait. On en trouvait peu. Nous, par contre, on a fait beaucoup ça chez le rat, comme vous l'avez vu. C'est devenu notre outil numéro 1, jusqu'à récemment, où en fait on a mis en place un système automatique de privation de sommeil paradoxal avec les logiciels qui nous permettent de reconnaître en temps réel le sommeil paradoxal et de faire bouger la cage de haut en bas. Donc on a fait évoluer les choses. Et d'ailleurs, une chose importante que je voudrais souligner, c'est qu'on voit les mêmes choses dans le cortex quand on change complètement de méthodologie. Et donc, ce n'est pas dû à la piscine, ce n'est pas du stress. Il y a vraiment les mêmes activations au niveau cortical, ce qui indique que le système limbique, ce qu'on voit, c'est extrêmement fort et ça existe à travers les espèces. On l'a déjà trouvé chez la souris. Pour ce qui est du développement, je pense que vous avez ici en fait évoqué une question, pour moi, extrêmement importante. Il y a, à ma connaissance, vraiment un chercheur qui consacre sa carrière actuellement, qui s'appelle Mark Bloomberg, à la question de l'ontogénèse du sommeil paradoxal dans le monde. Donc vraiment, il y a un déficit de recherche sur l'ontogénèse du sommeil paradoxal et du sommeil en général. C'est une question extrêmement difficile à aborder, comme vous l'avez dit, puisque les animaux ne font que dormir, et les êtres humains aussi, hein, même au niveau fœtal. Qu'est-ce que ça peut servir à faire, le sommeil paradoxal? Est-ce que Jouvet a raison? Je pense qu'il est clair qu'à ce moment-là, vous mettez en place quelque chose. Vous n'êtes pas en train de rejouer quelque chose qui vous est arrivé la journée, puisqu'il ne vous arrive rien, vous passez votre temps à dormir. Vous êtes en train de développer votre corps, votre cerveau, etc. Donc forcément, ça a un rapport
à la mise en place de votre être, j'allais dire, et en particulier de votre cerveau. Une possibilité, et c'est l'hypothèse de Mark Bloomberg, et je l'aime assez, c'est qu'en ça permet de mettre en place, en fait, notamment les systèmes somatosensoriels, puisque vous avez un retour, il a montré qu'il y avait un retour entre les mouvements, qu'on appelle les petits twitch, les mouvements musculaires, et le sensoriel. Donc on peut mettre comme ça en place le système somatosensoriel. On pourrait dire que, quelque part, Jouvet a certainement raison, c'est comme ça qu'on met en place son cerveau et toute son organisation. Vous imaginez la complexité de tout ce qu'il faut mettre en place. Au niveau du fœtus, le cortex n'est pas encore opérationnel. Il faut mettre tout ça en place alors qu'il n'y a rien, il ne se passe rien dans votre vie. Donc certainement que le sommeil paradoxal a un rôle clé dans ce phénomène. Nous avons essayé, cher Pierre, d'éviter un exposé supplémentaire sur l'inconscient freudien, mais une autre fois peut-être on le fera. Monsieur Benary. Parle dans le micro, s'il te plaît. Oui, bonjour. Je me posais la question de ce qui se passe avec vos neurones zygomatocellulaires GABAergiques pendant l'éveil. C'est bien de s'intéresser au sommeil, mais l'éveil peut être impacté. Et je me demandais s'il n'est pas probable qu'ils soient silencieux. Donc j'imagine assez facilement que pendant le paradoxal, ils inhibent leur cible, mais pendant l'éveil, ils peuvent les exciter. C'est archi classique aujourd'hui. Le GABA change de polarité dans toute une série de situations. Parce que l'alternative serait qu'ils soient complètement silencieux pendant l'éveil, ce qui me semble très peu probable. Donc je m'attendrais à ce que vos souris génétiques dans lesquelles ils ont été inactivés, l'éveil soit affecté. Alors, on voit rien sur l'éveil. Ce qu'il faut savoir quand même, Emmanuel va nous parler ensuite de narcolepsie. La cataplexie, en particulier, vous savez que c'est une chute de tonus musculaire au cours de l'éveil. Quand vous n'avez plus de système à hypocrétine, il va développer ça plus tard. Une possibilité qu'on explore dans le laboratoire, c'est que le système d'atonie musculaire du sommeil paradoxal soit en route, dans certains cas, au cours de l'éveil, comme vous l'avez dit. Mais à ce moment-là, le problème, c'est qu'il est réellement inhibiteur. Il est inhibiteur. Si, imaginons que vous mettez en route vos systèmes GABA-glycine pendant l'éveil, vous tombez, sauf si vous avez les neurones à hypocrétine. Les fameux neurones à hypocrétine sont excitateurs du système moteur, donc vont en fait antagoniser cette perte motrice. Donc nous pensons, et nous travaillons là-dessus, puisque nous pouvons, sur des modèles d'animaux narcoleptiques, aller voir si notre système d'atonie musculaire du sommeil paradoxal joue un rôle sur la cataplexie. On peut tester cette hypothèse aujourd'hui. On est en train de la tester. Donc une possibilité, effectivement, vous avez raison, mais pas de dire que c'est excitateur, c'est que c'est réellement inhibiteur, mais que ça ne se voit pas, ça ne porte pas préjudice, parce que vous avez de l'excitation en même temps. Monsieur Danchin. Oui, juste une question simple. Je ne sais pas si c'est un rapport avec le sommeil paradoxal ou le sommeil en général, mais c'est une expérience assez commune qu'un problème posé la veille, avant de s'endormir, soit résolu après le sommeil. Donc ça donne une impression d'un aspect extrêmement constructif pendant le sommeil. Est-ce relié à ce que vous venez de discuter? Là, bon, vous êtes au cœur de notre question. C'est de savoir exactement à quoi sert non seulement le sommeil paradoxal, mais le sommeil lent, bien sûr. Parce qu'il y a les deux. Les deux. Et il y a des arguments que les deux peuvent jouer un rôle dans la mémoire. Maintenant, la question, si vous voulez, de répondre à ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal et la fonction de cette activation au cours du sommeil paradoxal. Il est très possible qu'effectivement, il y ait un rôle à jouer dans ce qui s'est passé la veille. Mais pas seulement. C'est ça, si vous voulez, la subtilité du sommeil paradoxal et peut-être même du sommeil lent. C'est-à-dire que vous avez toutes vos mémoires, toutes vos émotions, tout ce qui fait votre être qui est stocké dans votre cerveau et dans vos systèmes limbiques et qui peut être réactivé au cours de la nuit. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on va focaliser sur la dernière journée ou on va vraiment vous équilibrer? On va s'occuper de votre existence entière pour que tout se passe bien. C'est ça la question. Et donc c'est effectivement, on a aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de le présenter aujourd'hui,
Mais on a maintenant des techniques génétiques qui nous permettent d'examiner ce système limbique dont j'ai parlé et de voir les conséquences de l'inactivation du système limbique à long terme et à court terme sur, en fait, le soi, j'allais dire, de la souris. Merci Pierre, merci beaucoup. On applaudit Pierre.